Bonjour à tous, merci à FT2 pour l'invitation. Rapidement, le GREC Sud, il y en a encore qui ne connaissent pas, c'est le groupe régional d'experts sur le climat. C'est une initiative qui est inspirée du GIEC, mais à l'échelle régionale. Donc on centralise les connaissances scientifiques sur le changement climatique et tous les domaines, avec le climat, l'eau, la biodiversité, le littoral, etc., avec des scientifiques donc en sciences de la vie et de la nature, et de la terre et de la nature, et en sciences humaines et sociales aussi. Donc il y a des sociologues, des psychologues dans l'environnement, etc. Donc on est deux coordinateurs et on s'appuie sur tout un ensemble de scientifiques, à peu près aujourd'hui 300 dans la région, dont Yves fait partie aussi du conseil scientifique, en tant qu'ancien Météo France. Donc voilà. Donc moi là ici je suis généraliste, je ne suis pas un spécialiste, les spécialistes vont arriver après moi aujourd'hui. Donc là je vais vous faire un petit contexte sur l'évolution du climat. Voilà. Bon, j'ai remis 2-3 diapos générales. Donc ça c'est l'évolution du climat à l'échelle de la planète depuis le début de l'ère industrielle. Donc on voit une forte augmentation des températures. Ce qui inquiète vraiment le plus aujourd'hui, c'est l'ampleur du changement, mais surtout la vitesse du changement. Les 8 dernières années, on a marqué encore les 7, les 8 dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées. Je crois qu'à l'échelle de la planète 2022, ça doit être la 5e, je crois, les plus chaude à l'échelle de la planète. C'est la plus chaude pour la France, l'ouest de l'Europe et la région. Donc depuis le début de l'ère industrielle, la planète s'est réchauffée aujourd'hui de 1,1 degré. Ce que disait alors le rapport du GIEC, c'est que le niveau de réchauffement et la vitesse de réchauffement n'a pas été sans précédent depuis au moins 2000 ans, donc sûrement beaucoup plus, mais par rapport aux connaissances à notre disposition, on peut dire que c'est au moins depuis 2000 ans. Que l'origine anthropique de ce réchauffement, elle est aujourd'hui, elle fait consensus. Donc, quasiment la totalité de ce réchauffement, de cet épisode de réchauffement planétaire observé, est liée aux activités humaines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les activités humaines qui régulent le climat, mais celui-là, cette période de réchauffement, elle est liée que aux activités humaines. Et donc à nos émissions de gaz à effet de serre, qui sont liées à l'utilisation des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, etc., aux cimenteries, effectivement, qui, de par les processus, relâchent du CO2, mais aussi de par l'énergie dont elle a besoin, et aussi à cause de la déforestation et de l'agriculture intensive. Donc pas mal d'émissions de CO2 qui font que la température se réchauffe. Diapo suivante. Donc plusieurs conséquences à ça. Et là je résume, ça va aller très très vite. Une hausse des températures, alors si elle est globale, aujourd'hui elle est généralisée sur toutes les régions du globe, alors avec des ampleurs variables, ça se réchauffe beaucoup plus rapidement dans l'Arctique, on est déjà à plus 4 degrés quasiment, que dans les secteurs de l'hémisphère sud. Une modification du régime des précipitations à l'échelle de la planète. Souvent on se dit que là où il pleuvait le plus, il va pleuvoir encore plus, et là où il pleut le moins, il pleuvra encore un petit peu moins. Les sécheresses peuvent être accentuées, notamment dans le cadre du bassin méditerranéen. Une augmentation en fréquence et en intensité des événements extrêmes qui aujourd'hui est observée et attribuée au climat, notamment dans le dernier rapport, ce qui n'était pas le cas pour tous les événements extrêmes dans le précédent rapport de 2014. Aujourd'hui, là aussi, il y a consensus sur le fait que l'augmentation des événements extrêmes, elle est liée à l'augmentation des températures et qu'elle va se poursuivre dans le futur, même si elle est extrêmement difficile à modéliser. Et l'autre point, c'est la modification des caractéristiques physico-chimiques et biologiques des mers et océans. Augmentation de la température très forte, profonde. Les mers et océans absorbent 95% de la chaleur supplémentaire émise, donc c'est une très forte inertie. Augmentation du niveau de la mer, il y a l'augmentation des températures et à la fonte des glaciers et calottes polaires, et augmentation de l'acidité, parce que les océans absorbent énormément de CO2 qui se dissout dans les océans et fait augmenter l'acidité. J'aurais presque pu m'arrêter là, parce que quand on a vu qu'on avait une hausse des températures, une modification du régime de précipitation, une augmentation en fréquence et en intensité des événements extrêmes, plus la hausse du niveau de la mer, en fait, dans notre région, là, tous ces facteurs sont extrêmement présents et ont un effet direct sur la ressource en eau. Ça veut dire que ce n'est pas que les précipitations, ce n'est pas que les températures, et les températures, les précipitations, les événements extrêmes qui vont avoir, que ce soit en sécheresse ou en pluie intense, les deux. D'ailleurs, la grande variabilité entre les deux a aussi des impacts forts sur les écosystèmes biologiques, aquatiques, et une modification du niveau des mers. Comme je n'en reparle pas après,
La hausse du niveau de la mer favorise les coins salés, c'est-à-dire la remontée d'eau salée dans le Rhône, mais aussi des intrusions salines, c'est-à-dire que les nappes phréatiques côtières sont de plus en plus exposées à des phénomènes d'intrusion saline, où l'eau de mer commence à venir infiltrer les nappes phréatiques côtières. Donc avec risque justement de pollution et d'impact sur la qualité de l'eau. Donc tout ça, des effets sur la quantité, mais sur la qualité de l'eau. On parle de climat. Aujourd'hui aussi, un autre point qui est vraiment important pour entrer dans la journée, c'est que les changements climatiques et l'érosion de la biodiversité sont des enjeux qui sont aujourd'hui intrinsèquement liés. Alors ils sont liés parce qu'il y a, dans les deux cas, l'homme est à la cause de ces deux phénomènes à 100%. Pour les émissions de gaz à effet de serre pour le climat et pollution, pesticides, herbicides, destruction des habitats, surexploitation des ressources pour la biodiversité. Là, j'ai mis, c'est un graphique du WWF, on a perdu à peu près 70% des vertébrés à l'échelle de la planète depuis 50 ans. Alors pas en nombre d'espèces, mais en nombre d'individus. Ce chiffre-là, il descend à 80% quasiment pour les espèces de milieu aquatique. Donc en 50 ans, on a perdu à peu près à l'échelle de la planète 80% des espèces de milieu aquatique. En tout cas, c'est une érosion et un déclin sans précédent observé à l'échelle de la planète. Deux problèmes. La biodiversité, elle nous rend d'énormes services pour tout. On est des espèces, on habite sur la Terre, bien sûr qu'on est entièrement dépendant de ces ressources, mais surtout, elle nous rend d'énormes services dans la lutte et dans l'adaptation contre le changement climatique. Donc, à la fois, elle séquestre du carbone et à la fois, elle permet de stabiliser les bassins versants, de faire tampon par rapport aux pluies intenses, de végétaliser les villes, donc des solutions d'adaptation fondées sur la nature qui sont extrêmement importantes. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le climat commence à exercer lui-même une pression extrêmement forte sur la biodiversité. Les observations sont de plus en plus importantes. Et par exemple, si on parle de végétalisation, il y a pas mal d'articles qui sont sortis qui nous disent que d'ici 2050, 70% des arbres en ville devraient avoir des très très gros problèmes de survie. Donc, en fait, il faut planter très vite, dans des bonnes conditions, pour pouvoir le faire. Plus on attend, moins on pourra se servir dans la nature. Donc, ces deux enjeux, commencent à se converger et avoir des problèmes. Ça met à mal aussi toutes nos stratégies d'adaptation dans le futur et nos ressources. Et ça, c'est vrai aussi pour les milieux aquatiques. Donc voilà, et là j'ai mis en bas impact direct et indirect, parce qu'il y a l'effet direct du changement climatique sur la physiologie, sur la répartition des espèces, etc. Il y a des impacts indirects, ça veut dire que c'est toutes les stratégies énergétiques, par exemple d'énergie renouvelable. Voilà, il y a des enjeux. Il faut des énergies renouvelables. Par contre, il faut faire attention à l'occupation aux terres agricoles, au milieu naturel. Il y a des enjeux écologiques, il y a des enjeux paysagers, il y a des enjeux humains. Et il y a des enjeux d'énergie. Et donc là, il va falloir apprendre, comme pour l'eau, à concerter sur les territoires et à trouver les meilleures façons de faire, en limitant au mieux nos impacts et en étant le plus efficace possible. Et là, je pense qu'une des clés de toute la transformation aujourd'hui, ça sera d'arriver tous ensemble autour de la table pour arriver à trouver les bonnes solutions et à les mettre en œuvre sur les territoires. Des solutions, il y en a déjà beaucoup. Des financements, il y en a. Le problème, c'est la mise en œuvre de ces solutions sur les territoires. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est pour arriver tous ensemble et savoir comment on va un peu plus vite, mais surtout on fait ça bien et en concertant et en étant clair dans nos démarches. Yves, tu m'arrêteras, parce que comme tu sais, je parle toujours beaucoup trop. J'ai déjà peut-être galéré. C'est bon. L'évolution des températures en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc là, c'est depuis les années 60. On voit qu'il y a une évolution constante. J'allais dire, il n'y a quasiment pas de variabilité interannuelle. En tout cas, une évolution constante des températures. Alors là, c'est les températures maximales. C'est les températures de jour, mais c'est la moyenne annuelle. Ce qu'on remarque, c'est la forte hausse des températures. On voit 2022, qui a été de loin l'année la plus chaude enregistrée pour la région. La hausse des températures, elle est à peu près 3/10 de degré par décennie, c'est-à-dire depuis les années 60, à peu près 1,8 degré. Donc depuis le début de l'ère industrielle, à peu près 2,1 degrés, soit 1 degré de plus qu'à l'échelle de la planète. Donc ça se réchauffe un peu plus vite. Il y a des contrastes sur le territoire. Ça se réchauffe un peu plus vite dans les massifs alpins que sur le littoral. Voilà. Et donc, une forte hausse des températures. La hausse des températures, c'est le moteur de tous les changements.
C'est le changement du régime des précipitations, les changements... voilà, le moteur, c'est la hausse des températures. C'est pour ça que souvent on parle de réchauffement global. Ça, c'est le problème. Les températures se réchauffent à l'échelle de la planète et ça entraîne une modification des changements du climat. Diapo suivante. Donc, cette hausse des températures, elle a des conséquences, notamment, je vais passer vite, on le sait, des vagues de chaleur de plus en plus intenses, de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues, et on voit en plus de plus en plus précoces ou tardives. Là, il y avait deux vagues de chaleur qui sortent. Il y a 2003, très longue, très chaude, mais très longue, et 2019, extrêmement intense pour le sud-est de la France, où on a eu plus de la moitié des stations du sud-est qui ont battu des records. Il a fait plus de 44 degrés à Saint-Chamas, je crois aussi à Vinon-sur-Verdon. Des chaleurs extrêmement fortes, 46 degrés en record absolu pour la France à côté de Montpellier. Quand on arrive à des températures comme celle-là, à l'ombre, en plein soleil, on commence à arriver à toucher les limites des cultures, des écosystèmes et même de notre propre santé. Donc énormément de morts à chaque fois, mais aussi, par exemple, des parcelles de vignes qui, du côté de Montpellier, ont grillé en 2 heures, donc complètement. Donc avec des impacts très très forts. Et à peu près 2/3 de ces canicules ont eu lieu dans les 20 dernières années. On les enregistre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On s'attend à une très forte hausse de ces canicules. Je vous le dis maintenant, parce que, vu comme je parle, je n'aurai sûrement pas le temps d'y arriver. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des vagues de chaleur estivales, il y a aussi des vagues de chaleur hivernales. Et pour l'agriculture, pour nous, c'est plutôt, souvent on est plutôt content. Par contre, pour les cultures et pour les écosystèmes, ça a des impacts très forts. En fait, cette douceur hivernale augmente le risque de gel pour les cultures. C'est-à-dire que les cultures et les écosystèmes démarrent beaucoup plus vite. Et les cultures sont beaucoup plus sensibles au gel tardif, même si on a une forte diminution du nombre de jours de gel, il y en a encore, et donc voilà, plein de conséquences comme celle-là. Donc pour l'agriculture, il n'y a pas que le risque de sécheresse ou de manque d'eau, il y a des risques de modification de la phénologie liée à la hausse des températures. Pour les précipitations, alors là on ne voit pas bien la carte, là on voit la région, en fait, juste pour faire simple. Si on prend le cumul annuel de précipitations à l'échelle de la région, on pourrait dire que ça sépare en deux. Il y a, par contre, ce qu'on peut noter, ce qu'on voit là, c'est que pour les départements du Var et des Alpes-Maritimes, sur le cumul annuel de précipitations, on a une tendance à la baisse, qui est significative, qui n'est pas énorme encore, mais qui est significative. Il y a plus une stabilité, par contre, pour tout ce qui est nord-ouest du département. De la région, pardon. Par contre, il y a une chose commune à l'ensemble de la région, c'est la diminution forte des précipitations estivales, qui est de plus en plus forte, et une tendance aussi assez forte à la diminution des précipitations hivernales. Notamment, il y a des graphiques à Apt qui montrent une très très forte diminution des précipitations hivernales depuis les années 60. C'était la première année où on a eu des ruisseaux complètement secs. Oui, alors... Ouais, dans le Var. Et ça, c'est un des phénomènes aussi. C'est l'augmentation de l'intermittence des cours d'eau. C'est-à-dire que l'intermittence, les périodes d'assec deviennent de plus en plus nombreuses, et on le voit sur le Haut-Calavon dans le Luberon. Il y a des graphiques dans le cahier Luberon. Et par contre, il y a des cours d'eau qui n'étaient pas intermittents jusqu'à présent, qui deviennent intermittents. Donc voilà. Et ça, il y a des articles qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, qui ont été faits par l'INRA, là, et qui montrent vraiment que d'ici 2050, on aura à peu près une augmentation de 40% de l'intermittence des cours d'eau dans notre région. Donc avec des impacts de plus en plus forts sur la ressource et sur la biodiversité. Hop, il y avait juste d'avant. Alors, j'ai mal organisé mes diapos. Ce que j'ai dit tout à l'heure, le problème de l'eau, ce n'est pas juste une histoire de précipitation. Là, on est face à des phénomènes, on a toutes les composantes, quasiment toutes les composantes du cycle de l'eau qui sont affectées par l'évolution des températures, par l'évolution du climat. Et c'est ça le problème, c'est que c'est pas juste il pleut pas, déjà c'est un gros problème, mais il pleut pas, donc là il pleut pas en été, là on voit la baisse des précipitations en été à Nice, mais en même temps on a une très forte hausse des températures qui augmente l'évapotranspiration. Donc cette hausse des températures n'est pas compensée par une hausse des précipitations, mais au contraire, elle est renforcée quasiment par une baisse des précipitations. Donc la combinaison des deux, c'est une sécheresse accrue des sols, et ça favorise justement l'augmentation de la période de sécheresse estivale en durée et en intensité. Et
C'est une diapo suivante. Ah ouais, ça c'est pas trop mal. Donc ça, je ne vais pas y revenir trop parce que le graphique, il faudrait que je l'explique un peu plus. En fait, ça montre une diminution de l'enneigement depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. On a une forte diminution de l'enneigement. Et en fait, cette forte diminution de l'enneigement, on entend toujours parler 2 minutes, mon Dieu. Ouais, bah, comme ça, je vais finir beaucoup plus vite. Cette forte diminution de l'enneigement a des problèmes pour les stations de ski, bien sûr, hein, sur l'économie de montagne, mais aussi pour la ressource en eau. Ça veut dire qu'en plus, là, il y a moins de neige et elles fond de façon beaucoup plus précoce. Donc la période d'étiage, la période où il y a de basses eaux dans les rivières, elle va être beaucoup plus longue, rajoutée à la tension sur l'eau. On rajoute à ça, le fait plus il fait chaud, moins il y a d'eau, plus on en a besoin. Même en tant qu'individu, je crois que par degré d'augmentation des températures, on consomme 1,6% de plus d'eau en moyenne. Donc nous, on consomme plus d'eau, l'agriculture en aura besoin de plus, il fait très chaud, on va avoir besoin d'eau pour l'énergie, et il y en a moins. On est une période où on est une région où on reçoit beaucoup de touristes en été, c'est le moment où on a besoin d'eau. Donc il va falloir retravailler nos comportements en profondeur autour de l'eau. Bien sûr qu'on sécurise la ressource, mais il faut prévoir le long terme. Ce qu'on a eu en 2022, ça va être la norme même avant 2050 si ça continue comme ça. Et je vais finir par une autre diapo, parce que j'en ai plein, mais je vais finir par celle-là. Je ne vous parlerai pas du futur, mais en fait le futur, vous l'avez vu, là j'ai parlé que de tendances. Les tendances, elles vont se renforcer au moins jusqu'en 2050. Et un des grands problèmes dans ces tendances, c'est ça, c'est la hausse des événements extrêmes. Et on le voit pour la région, là j'avais fait un petit graphique avec 2022 ici. On a des vagues de chaleur, là j'ai pris depuis 2015, on n'a quasiment pas une année sans vague de chaleur. On a des années avec 3 vagues de chaleur, on a des années records en 2019, des années records en 2022, et des sécheresses. Et avant les sécheresses, il y en a toujours eu, 1910, il y avait 1893, je sais pas, des sécheresses vraiment très très fortes. Depuis 2005, on a des sécheresses successives, 2-3 années successives, et des sécheresses qui reviennent très très régulièrement. Là, rien que depuis 2015, on a eu plusieurs années de sécheresses, mais avec 2007 et 2022, des sécheresses vraiment exceptionnelles, mais donc qui sont récurrentes. Le problème, c'est la récurrence de ces événements extrêmes, et c'est la concomitance de ces événements extrêmes. Parce que là, on regarde, quasiment, à part 2021, une toute petite respiration, encore si je cherche bien sûr qu'il y a des records en 2021, mais voilà, c'est la concomitance et la récurrence de ces événements extrêmes, qui sont quasiment plus d'événements extrêmes, puisqu'on voit qu'il y en a quasiment chaque année, qui ont des impacts sur les écosystèmes, il n'y a pas de répit, sur les hydrosystèmes, sur nos activités socio-économiques, et en fait aussi on les sous-estime. On a toujours trop tendance à les prendre de façon ponctuelle et isolée les unes des autres. Donc je vais m'arrêter là. C'était une petite introduction. Par contre, peut-être la dernière diapo est juste. Tu vas jusqu'à la fin de ma présentation. Non, juste pour dire que. Vas-y, passe, il y en a plein. Jusqu'à la dernière de ma présentation, s'il te plaît. Voilà, celle-là. Celle-là. Donc pour dire que sur le site du Grec Sud, pour ceux qui ne savent pas, on a plusieurs cahiers. Avec les cahiers, les derniers, c'est sur la filière agroalimentaire qui est disponible, sur les solutions concrètes, sur les ressources en eau, sur le littoral. Tous ces cahiers sont en accès libre et disponibles, avec bientôt aussi, et je vais les laisser ici, on commence à travailler sur des petites plaquettes synthétiques, là sur les enjeux régionaux. Elles sont illustrées. Et là sur la santé et le changement climatique. Bon, j'en ai pas beaucoup. Elles vont encore un peu évoluer, parce que c'est jamais parfait. Mais elles sont là. Puis il y a des petits films aussi, on va faire un flashcode, je vous les mettrai par là. Donc voilà, et place aux experts. Aux experts. Merci.